Bonjour à tous et à toutes, bonjour Maya. Bonjour Timéo. Bienvenue dans cette nouvelle émission, le 3310, votre nouvelle émission hebdomadaire sur Twitch. L'actualité résumée en 2000 secondes. Et quoi de mieux que le 2000, le média des jeunes pour vous servir. Et n'hésitez pas à discuter et à réagir sur le chat pendant toute l'émission. On sera très content de vous lire et de répondre à vos questions. Alors, au programme de cette grosse demi-heure tous ensemble, on va d'abord parler de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis qui a fait l'actualité cette semaine. On va parler de ses premières folies, de ses décrets et de son partner in crime, Elon Musk, bien sûr, avec son bras tendu. Et on enchaînera juste après avec l'actu des réseaux, donc tout ce que vous avez manqué ou pas de cette actualité ces derniers jours. Et on terminera sur un dossier spécial année 2000. On reviendra sur le retour en force de ces années dans notre quotidien. On parlera de la Star Academy, de Big Deal ou encore du Tamagotchi, entre marketing et nostalgie. Merci à tous d'être fidèles à 2000 et on démarre sans plus attendre, générique. On accueille sur le plateau Ellie et Paul. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Alors, ce lundi avait lieu à Washington l'investiture de Donald Trump. Quel a été, selon vous, le moment fort de cette journée, Ellie et Paul ? Écoutez, moi, franchement, ça a été le moment où Donald Trump est arrivé à la Capital One Arena, à Washington, qu'il a signé tous ses décrets sur un bureau devant une foule de 20 000 spectateurs et qu'il a commencé à lancer les stylos dans la foule, ce qui était franchement assez impressionnant. Après, en termes de décrets, on les connaît tous, mais il y a eu notamment celui sur l'immigration avec l'état d'urgence déclaré à la frontière avec le Mexique. Ça, c'est un gros sujet ouais. qu'il a toujours eu d'ailleurs. Le Mexique et lui, c'est pas des bons amis. Ah bah oui, non, alors là, pas du tout. Et surtout pas en ce moment. Donc là, il n'y a plus du tout en fait d'entrée d'immigrants clandestins. Au niveau de la frontière, tout est bloqué. Et puis lui qui adore le golf, j'ai cru comprendre qu'il aimait pas trop les golfs mexicains, c'est ça? Non, il a transformé le nom de golfe du Mexique en golfe de Floride. Donc oui, c'est le changement de nom. Mais qui n'engage que lui, alors apparemment. De ce qu'on comprend, techniquement, un golf, s'il est nommé comme ça, il est nommé comme ça, les gens l'appellent comme ils veulent en fait. Oui, bien sûr, oui, les citoyens américains restent libres, on va pas se mentir, bien sûr. Paul ? Oui. Bonsoir. Ouais. Bonsoir à tout le monde. J'ai vu dans le chat, je me permets de te... J'ai vu, je sais pas si on peut répondre tout de suite, j'ai vu une question de F. Latrive, salut nazi ou cœur avec le bras. J'ai eu quelques informations à ce sujet, donc je pense que je peux un peu rebondir. J'ai eu, à propos de ce geste, Nicolas Patin, qui est historien spécialiste du nazisme, donc quelqu'un qui est assez calé sur le sujet, qui a écrit un livre, notamment Le Monde nazi, avec Johan Chapoutot et Christian Ingrao. Et il m'explique quelque chose d'assez simple, c'est que finalement, la façon dont il a posé son bras, parce qu'il y a eu maladresse, cœur avec les doigts, ou salut nazi, salut fasciste, salut romain, finalement, pour lui, c'est juste un signe sémiotique, et finalement, la position des bras ou des doigts n'a pas vraiment d'importance. Lui, il voit ça sous 3 angles. Le premier, c'est qu'Elon Musk reste un communicant. Ce qu'il envoie aux gens, c'est regardez, je peux dire absolument ce que je veux, et c'est un peu ce qu'il veut faire de X. Aujourd'hui, c'est le côté je fais ce que je veux, je suis un buzzer, good buzz, bad buzz, je fais absolument ce que je veux. Deuxième clé de lecture, c'est qu'il est dans le free speech, c'est-à-dire qu'il est là pour choquer, il est là pour un peu comme un chevalier blanc de la liberté d'expression, mais aussi comme son compère Donald Trump, ils font partie du système, c'est des milliardaires, et il faut qu'ils trouvent une raison de se positionner comme anti-système, et la seule façon qu'ils ont trouvé pour le faire, c'est d'être choquant, de provoquer, etc. Donc c'est aussi une façon de dire je suis un peu singulier et en dehors du système, alors qu'il l'est complètement. Je veux dire, c'est un patron de la tech, de la Silicon Valley, il n'y a rien de plus classique qu'un système de démocrates corrompus et d'État profond pour eux. Donc, et Elon Musk, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il est nazi ou pas? Je pense que le raccourci, il est selon moi, je ne vais pas me prononcer sur le sujet. En tout cas,
la troisième clé de lecture, et je trouve qu'elle est quand même assez intéressante, c'est clairement, évidemment, l'appel du pied à l'extrême droite. Parce qu'on peut oublier que Trump a soutenu les suprémacistes blancs, il en a gracié quelques-uns en plus du Capitole, ceux de Charleston, il est assez proche d'eux. Donc oui, il y a clairement dans cette bro-oligarchie, c'est un peu le terme qui est employé aujourd'hui, mais d'un appel du pied à l'extrême droite, quoi. Et c'est un peu du dog whistle, dog whistling. C'est quoi du coup le voilà. Je sais pas, j'avoue. En gros, le dog whistling, c'est, si je dois le vulgariser assez rapidement, c'est c'est un espèce de message sous-jacent ou qui dit pas vraiment son nom. C'est vous avez compris ce que j'ai dit, mais moi j'ai rien dit, donc je me protège. Et interprétez-le. C'est comme quand l'extrême droite, même française, parle du système, le système. Et le système, tu mets ce que tu veux dedans, et c'est comme ça que ça permet de ramener des gens. Donc finalement, nazi ou pas nazi, tout le monde a très bien compris ce qu'il a fait. On l'interprète comme on veut. Mais pour lui, c'est plus, en tout cas pour Nicolas Patin, c'est un signe sémiotique. Et savoir si c'est plutôt romain, fasciste, nazi, voilà, c'est un signe qui est un symbole récupéré. Et il sait très bien ce qu'il fait, Elon Musk. Même s'il est complètement fou et en roue libre. Mais il sait quand même à qui il s'adresse et pourquoi il le fait. Voilà. Et donc, oui, justement, il y a déjà 2 questions. Est-ce que c'est seulement de la provocation ou est-ce que ça dépasse Je suis pas dans la tête d'Elon Musk, donc c'est un peu compliqué de me positionner en disant bah oui, voilà. Par contre, il y a eu une sortie, donc ça après, autant juger, mais il y a une sortie de son père qui a dit quand même que les grands-parents d'Elon Musk sont des nazis canadiens et qu'il est parti en Afrique du Sud, donc je pense que il y a quand même. Je dirais pas qu'il est nazi, parce que ce serait quand même anachronique de dire qu'il est nazi, mais enfin peut-être qu'il y a une. Voilà, on va voir au fur et à mesure. Je ne sais pas si on va voir si le discours de Trump se radicalise, notamment sur le niveau de l'eugénisme et sur toutes les notions style de race, de sang, de terre, etc. À voir comment il. De l'eugénisme. Pas encore. Je ne sais pas. Si il y a eu d'ailleurs, il y a des choses qui sont passées, mais on attend de voir un peu si le discours se durcit de ce côté-là, et là à ce moment-là, on verra si ça glisse vers ce. Voilà, mais je pense que c'est à suivre de près, hein, mais ça commence bien en tout cas sur les chapeaux de roue. C'est vrai qu'en tout cas, ce geste, on va dire, polémique d'Elon Musk était vraiment l'un des moments forts de l'investiture. Ça a un peu même éclipsé ce qui s'est passé avec Elon Musk, avec les décrets que tu évoquais, Ellie, ces décrets sur l'immigration, ces décrets qui ne révèlent que 2 genres, de ce que j'avais aussi entendu. Hommes et femmes, rien d'autre entre les deux. Il en a fait je ne sais combien, des dizaines et des dizaines. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été présents et d'avoir pu discuter, à moins que tu veuilles rajouter un petit truc. Non, effectivement, là, il y a eu effectivement, je viens de m'en souvenir, et pour le coup, ça va encore dans ce sens, c'est qu'il y a eu un énorme tweet terrifiant, je viens de le voir, terrifiant, c'est exactement le mot, de Musk sur une blague sur quand même les pronoms avec Himmler. Voilà, donc il y a quand même un jeu là-dessus. Donc là, je pense que ça commence à être un peu, on glisse gentiment. Voilà. C'est vrai, c'est sûr que affaire à suivre, en tout cas, pour les 4 prochaines années, en tout cas aux États-Unis. Vous avez pu voir du coup avec Paul et avec Ellie un peu la vision et tout ce qui s'est passé lors de cette investiture et surtout de Elon Musk, surtout ce qui s'est passé avec Elon Musk, lors de l'investiture de Donald Trump. On va passer du coup maintenant à une autre tournure du coup sur ce dossier Trump, cette investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, avec une vision plutôt franco-française, ce qui s'est passé en France. Pour l'occasion, du coup, on accueille Alexandre et Axel. Bonjour à tous les deux. Bonjour Timéo, bonjour Maya. Du coup, Alexandre, tu as pu te rendre le jour de l'investiture au Harris Bar, qui est un bar américain à Paris. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu dans ce lieu qui est assez spécial quand même? Alors, j'arrivais plein d'espoir, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le Harris Bar, pour les Américains et pour les journalistes, c'est un lieu important parce que chaque année, tous les 4 ans, pour les élections, il y a un vote fictif qui est fait et qui se trompe rarement sur le vainqueur de la présidentielle. Du coup, je voulais y aller en me disant que l'investiture, il y aurait peut-être un événement, une retransmission ou quelque chose. Et finalement, pas du tout. C'est dommage. Non, en fait, quelques touristes qui n'étaient pas intéressés et on m'a même dit, oui, si on est à l'étranger, c'est pas pour suivre ça. Donc, un relatif désintérêt, quoi. Pourtant, c'est un bar qui est très politisé, quoi. Historiquement, ils adorent faire ce jeu de sondage lors de toutes les élections. Ouais. Et là, pour l'investiture, rien du tout, quoi. En fait, le truc, c'est que c'est un peu une exception, pour le coup, les élections. C'est ce qu'ils me disaient, ils veulent pas justement être politisés. En parlant un peu avec un des barman, en fait, c'est un sujet de plus en plus clivant, la politique. Et du coup, ils essaient de faire seulement les élections et de se tenir qu'à ça. Ok. Et du coup, là,
Ils se sont trompés très peu de fois de ce que j'ai entendu depuis que ça a été mis en place. Ils avaient décidé que ce serait Trump, le président, lors de la dernière élection. Ça a bien été Trump. C'est assez marrant d'ailleurs quand le bar s'appelle le Harris Bar, effectivement. Mais qu'est-ce que ça dit aussi, ce désintérêt de l'élection de Trump par rapport à 2016, où on aurait pu se dire, là en 2016 c'était un vrai tremblement de terre, aujourd'hui beaucoup moins. Je pense qu'il y a un effet de surprise qui est passé par rapport à 2016. Et au-delà de ça, l'élection, c'était il y a déjà 3 mois. Je pense que les gens ont un peu digéré, en tout cas du côté des personnes qui ne sont pas des partisans de Trump, et que oui, le soufflet, pourquoi s'infliger ça, quoi. Je pense que c'est la question la réflexion qu'ont les gens. Donc, tu restes un peu déçu du coup de ton expérience. Oui, un peu forcément, mais c'est aussi ça le journalisme. Donc, merci. On vous donne tous les coulisses. Et puis l'autre grand moment aussi de cette soirée, on en a parlé longuement d'ailleurs tout à l'heure avec Paul, c'était ce vrai faux salut nazi de Elon Musk, le sulfureux donc milliardaire, propriétaire de X, anciennement Twitter. Axel, toi, tu t'es rendu cette semaine, lundi soir, dans une soirée qui s'appelait Hello Kitty. Alors on saluera le jeu de mots. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le but de cette soirée ? Oui. Alors eux justement, ils ont bien attendu le jour de l'investiture de Trump pour lancer leur événement. Donc c'est à la fois un mouvement et une application qui invite, en fait, c'est un mouvement français qui invite collectivement les gens à quitter X, donc l'ancien Twitter. Et donc c'était une soirée de table ronde avec tous les cofondateurs du mouvement, donc la Quadrature du Net, l'équipe du CNRS qui a participé à développer l'application avec des développeurs de Data for Good et des membres de l'Institut d'études des systèmes complexes d'Île-de-France. Voilà. D'accord. Apparemment, il y a une question. Combien de temps pensez-vous que X va encore tenir face à Blue Sky ? Je pense honnêtement encore un certain moment. Là, il y a des grands médias français qui ont annoncé quitter X, donc Le Monde et Ouest France, il y a déjà un petit moment, et Libération notamment. Mais il y a, je crois, 200-300 millions d'utilisateurs actifs encore mensuels sur Twitter. C'est pas grand-chose par rapport à Facebook à 5 milliards, ou je sais plus, peut-être à fact-checker les chiffres, mais en tout cas, il n'y a pas non plus un mouvement de départ hyper massif pour l'instant. Okay. Donc je pense que et ça pourrait durer encore un moment. Ce mouvement Hello Kitty, est-ce que ça a eu vraiment des effets là en France sur le nombre ? On sait à peu près combien de personnes sont impliquées là-dedans ? On ne sait pas, et en fait, donc lundi, c'était aussi le lancement de la phase 2, entre guillemets, parce que la manière dont ça fonctionne, en fait, ils invitent les gens à quitter X, et pour les convaincre, l'application permet en fait de récupérer ses abonnés et ses abonnements sur Blue Sky et Mastodon. Donc après, on pourra revenir éventuellement pourquoi Blue Sky et Mastodon. Et en fait, la phase 2, qui est censée du coup permettre cette fameuse reconnexion, n'a pas encore fonctionné. Donc il y a eu un petit problème technique visiblement lundi soir, et là, c'est pas encore... les dernières nouvelles que j'ai, c'est un post Insta qui date d'hier sur le compte de Hello Kitty, c'est pas encore en fonctionnement. Donc, Et il y a une dernière question. Est-ce que migrer sur Blue Sky, ce n'est pas permettre la prolifération des discours à la Musk et laisser la main à ces personnes ? Je pense que c'est un argument qu'on peut entendre. Après, X, ça devient ingérable dans le sens où personne n'a la main sur l'algorithme en dehors de Musk. Et que du coup, en fait, c'est juste une caisse de résonance de son projet politique, de propos d'extrême droite, de propos discriminants envers beaucoup de personnes. Et donc, dans ce sens-là, les intervenants qui étaient là disaient qu'en fait, ça ne peut pas être un outil utilisé dans des démocraties fonctionnelles, dans le sens où ça distord complètement cette conversation mondiale qui, avant le rachat de Musk en 2022, a permis des libérations de la parole comme MeToo, Black Lives Matter, etc. Mais dans les conditions actuelles, c'est plus du tout possible. Et en fait, c'est plus nocif qu'autre chose, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Axel. On passe tout de suite à l'actualité des réseaux, et donc générique. Générique. Et pour cela, on accueille Benoît. Salut Benoît. Salut Timéo, salut Maya. Salut. Alors, entre le Stream for Humanity, du cyberharcèlement et Macron le TikToker, ça a été une semaine assez chargée, non ? Ouais, très chargé, et à commencer donc par un gros procès. On va revenir sur le Twitter et le Twitch français maintenant. Un gros procès pour le stream français
qui opposait la streameuse Ultia à 4 hommes, 4 qui font partie des centaines et des centaines de personnes qui ont participé à son cyberharcèlement depuis 2021. Pour rappel, cette streameuse Ultia, qui est plutôt connue pour jouer à des jeux Nintendo, faire des jeux de vidéo indépendants aussi, ou des streams DIY, et elle avait dénoncé des propos dégradants du youtubeur Inoxtag, qui est un des youtubeurs les plus suivis par les jeunes. C'était des propos que le youtubeur avait portés envers une autre créatrice de contenu lors de l'événement caritatif The Event en 2021. Et juste après ça, elle a commencé à recevoir des milliers de messages de haine, des menaces de mort, de viol. C'était des vagues de manière très répétée. À chaque événement où elle participait, elle le répète encore et encore elle l'a répété au tribunal. Elle disait chaque fois qu'il y avait un événement dans lequel je participais ou que mes amis participaient, c'était à nouveau des messages. C'était toujours comme ça. Elle s'est présentée comme fatiguée, qu'elle ne pouvait plus. Elle a dû porter plainte, voir des policiers, passer dans les tribunaux. Le dossier qu'elle a donné, c'était 700 pages. C'était des centaines de personnes et de profils qu'elle avait réussi à retrouver. Et c'est seulement 3 personnes qui sont présentées devant le tribunal sur les 4 qui avaient été convoquées. Et parmi ces 3 personnes, il y a 2 choses à retenir. La première, c'est que c'est pas seulement des jeunes. La première, C'est vrai que c'est assez étonnant de ce que j'avais cru entendre. Il y a des profils très diversifiés sur ces 3 personnes qui se sont rendues au tribunal. Tu peux m'expliquer un petit peu qui sont ces personnes? Le profil le plus étonnant, c'est un quarantenaire, qui est la première personne à avoir comparu. Et ce quarantenaire, il dit avoir suivi un peu ce que faisait Ultia à un moment. Et à partir du moment où il y a eu du coup cette affaire avec Noxtag, il a commencé à lui envoyer des mails. C'était pas forcément du harcèlement violent. Pour le coup, c'est le seul qui n'a pas été accusé d'harcèlement et de menaces de mort et autres, mais c'était des choses vraiment dégradantes. C'était tuer une chienne, t'es horrible, etc. Et il a de longues périodes alors. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y avait un côté assez fragile, un peu fragile, on va dire, dans sa défense. C'est-à-dire que quand le juge lui a demandé pourquoi qu'est-ce qu'il trouvait de choquant dans les propos d'Ultia et autres, il a dit elle a comparé un sexe masculin à une saucisse. J'ai trouvé que pour une féministe, c'était quand même assez bizarre. Et une défense qui a pu faire rire en partie sur Twitter aussi, en disant donc c'est un quarantenaire qui se retrouve un peu face à une femme qui parle de saucisse pour parler d'un sexe, qui semble déstabilisé et qui se retrouve avec une réponse disproportionnée à envoyer des mails et des insultes. C'est quand même assez fou. Et le deuxième point à retenir avec les 2 autres personnes qui ont des profils plus classiques, on va dire, de tweetos, par exemple, c'est 2 vingtenaires qui sont très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et eux, pour le coup, ce qui revient dans ce qu'ils disent, c'est notamment que la chose importante qui revient dans ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont été influencés par un stream du streamer Pfut qui revenait sur l'affaire avec Inoxtag et Ultia et qui critiquait Ultia sans pour autant aller forcément dans quelque chose du harcèlement et autres, mais qui l'a critiqué, qui disait que elle n'avait pas à dire ça et autres, et en se moquant aussi un peu. Et ces 2 personnes, c'était une des questions qui se posait aussi, c'était la responsabilité des streamers et des streamers comme Pfut sur du harcèlement et sur l'influence qu'ils ont auprès de leur communauté sur ce qui est d'harceler. Parce que ce qui lui a été reproché, c'est justement aussi qu'en ayant fait ce stream, il a pu inciter des gens à harceler. Et c'est donc quelque chose qui pose question, cette responsabilité des streamers. Jusque-là, quand il y a des questions de harcèlement ou de la responsabilité des streamers et de leur influence sur leur communauté, ils bottent souvent aux touches et il va falloir attendre pour voir si ce procès aura en effet un effet sur ce comportement. Alors, c'est vrai que tu parlais du streamer Pfut, qui lui a aussi plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Il était d'ailleurs l'événement caritatif qui s'appelle Stream for Humanity. Il a même marqué un doublé lors du match caritatif. On nous pose la question là sur le live. Piste Rouge qui nous dit sur Twitch, j'ai aussi entendu parler d'un certain Ravus. Qui est-ce et pourquoi on parle de lui? Et c'est vrai qu'apparemment il y a eu une petite polémique avec cet homme lors du Stream for Humanity d'ailleurs de ce week-end. En effet, Ravus a eu... il se trouvait à ce moment-là sur le stream justement du streamer Pfut. Alors Ravus, c'est un streamer qui a un profil un peu particulier parce qu'il s'agit d'un
alors j'ai pas tout à fait son âge, mais un quarantenaire, cinquantenaire, 45 ans, ouais. 45 ans, merci, qui s'est retrouvé à streamer. Il a découvert ça il y a 2-3 ans et il a vraiment explosé il y a à peu près 1 an et demi, je pense, parce que je me rappelle. Et bref, il n'a pas forcément les codes aussi de notre jeunesse. Et là, ce qui est arrivé, et ce qui semble être le cas, c'est quelqu'un qui peut être pas forcément en phase avec les autres créateurs de contenu peut-être plus jeunes. Et sur le stream de PFUT, il a eu un propos déplacé, voire dégradant auprès d'une streameuse en regardant une streameuse qui s'appelle, excusez-moi, je n'ai plus le nom en tête, Pokimane, qui est une streameuse québécoise, maroco-québécoise. Et il a parlé de ses belles courbes, je crois, en la regardant avec insistance alors qu'elle fait passer derrière eux. Et ça, justement, c'était sur le stream de PFUT, c'était un jour avant le procès d'Ultia. Et forcément, oui, ça a créé de la polémique à côté de ça. Je ne me souviens plus s'il s'est excusé après sur Twitch. Ce que j'ai vu, il s'est excusé donc hier soir en pleurs sur Twitch, expliquant qu'il regrettait son geste, qu'il ne pensait pas à mal. Mais toute polémique gardée, en dehors de ça, ce qu'il ne faut pas non plus omettre, c'est l'élan de générosité qu'il y a eu aussi pendant tout ce week-end, ce Stream for Humanity. Est-ce que tu peux m'en dire 2-3 mots pour finir un petit peu de cet événement qui l'a organisé, ce qui s'est passé? C'est simple, c'était donc organisé du vendredi dernier à dimanche dernier, et c'était donc organisé par le streamer Amin, qui avait dit depuis plusieurs années qu'il voulait faire son event caritatif pour aider notamment la Palestine. Et là, c'est donc un événement qui a été organisé donc par Amin. Les fonds ont été reversés à Médecins sans frontières pour leur mission au Liban, en Palestine, au Soudan et en République démocratique du Congo. C'est près de 3,5 millions d'euros qui ont été donnés. Et le live, donc, on a pu voir du Squeezie, on a pu voir aussi Étoile, par exemple, un streamer un peu assez connu aussi et qui va bientôt participer à Question pour un champion, par exemple. Mais on a pu voir aussi une streameuse en vogue comme Bagheera Jones ou Avamind. Et on a pu aussi voir Adil Rami et Gérard Piquet, donc 2 anciens footballeurs, parce que l'event caritatif s'est terminé avec un match de foot entre les deux. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas le premier événement en France de caritatif. Au contraire, on a une culture de l'événement caritatif. Et donc, pour le coup, MSF a l'habitude d'organiser, par exemple, aussi des chasses au trésor entre différents streamers chaque année. Et voilà à peu près ce que je pouvais vous dire dessus. Et merci beaucoup. Je vois qu'on est pris par le temps, donc je vais vous laisser. On est un peu pris par le temps, effectivement. Mais en tout cas, merci à toi, Benoît, pour ces informations. Et donc, une autre actualité à bousculer les réseaux sociaux cette semaine, c'est le harcèlement subi par Ebony, qui est une candidate et finaliste de la Starac, victime d'insultes racistes sur les réseaux, alors que la finale n'aura lieu que samedi. Et donc, depuis 3 ans, l'émission fait son grand retour sur les ondes de TF1 après sa première édition en 2001. Et donc, un retour en force des années 2000 dans notre quotidien, dont on va parler tout de suite avec Clémence. Générique. Pour revivre les années de nos délices, les hits, les looks, les moments magiques. Envoie 2000 au 3310. Envoie 2000 au 3310. Envoie 2000 au 3310. Salut Clémence. Salut. Alors pour 2000, tu as sorti un bel article pour se demander pourquoi les années 2000 sont de nouveau à la mode. Alors est-ce que tu as d'abord des exemples de choses qui sont rattachées aux années 2000, qui sont revenues à la mode, et les raisons de ce retour en force? Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, on voit revenir énormément de choses. Alors ce qui a fait beaucoup de bruit récemment sur les réseaux, c'est le retour de Diddle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite souris qu'on s'échangeait sous forme de papier dans la cour de récré. Avant ça, on avait eu le Tamagotchi, ce qui était étonnant parce que c'est quand même un objet très low-tech, un peu à contre-courant. Côté mode, on a le meilleur et le pire. Alors, quand on parle du pire, on a les jeans taille basse, on a les paillettes, on a les bottes fourrées. Et sinon, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert, mais si on parle plus télé, séries, émissions cultes, on en parlait là à l'instant, le retour de la Star Academy, on a le Big Deal aussi. C'est vrai, le Big Deal, on a vu, toujours par Vincent Lagaffe d'ailleurs. Mais alors, comment est-ce qu'on explique tous ces retours un peu en vogue ces derniers temps? C'est pas un hasard.
un hasard. Enfin, cette semaine, du coup, on a pu interroger une experte du marketing qui nous a parlé de la règle des 15 ans, je ne sais pas si vous connaissez, et de consommation nostalgique. Donc, pour faire simple, il faut 15 ans pour qu'on se rappelle un événement, un élément du passé avec nostalgie. Et le marketing, qui connaît ça très bien, qui n'hésite pas à puiser dans les travaux des psychologues et des neurologues pour vendre, dès que ça fait 15 ans qu'il y a un produit qui est sorti, il dit bon, on étudie, on regarde, est-ce qu'on ne va pas le ressortir, est-ce que c'est possible que ça marche ? Et souvent, ça marche. Donc, il exploite en fait le fonctionnement de la mémoire. Il faut vraiment 15 ans pour pour qu'on se rappelle quelque chose de manière positive. La mémoire, c'est un fonctionnement très sélectif. Ça garde certaines choses, ça en oublie d'autres. Et voilà, bref, du coup, c'est tout bénef pour l'industrie culturelle qui produit en masse des marqueurs générationnels, donc comme Starac. Et donc voilà, elle crée une mémoire collective et ensuite elle va puiser dedans, elle la remet sur le devant de la scène et c'est assez formidable pour elle. Donc voilà, c'est facile, ça ne demande pas d'être particulièrement inventif. Et ça marche d'ailleurs particulièrement bien en ce moment. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Eh bien oui, parce qu'en fait, on remarque qu'il y a une forte poussée de la consommation nostalgique quand l'avenir semble trouble, quand ça fait peur. Dans ce cas-là, on se tourne vers le passé, on va racheter des choses qui nous réconfortent, donc les Diddle par exemple. Et en ce moment, avec le changement climatique, avec les guerres, avec tout ce qu'on sait, on est vraiment servi. C'est vrai que le quotidien, l'actualité peut un petit peu nous angoisser, mais bon, c'était pas forcément mieux avant, malgré ce que certaines personnes peuvent dire. J'ai l'impression qu'on a un peu tendance à fantasmer les années 2000. C'était pas tout rose non plus, on est d'accord, Clémence ? Non, ça c'est sûr. On oublie le racisme, on oublie le sexisme ultra prégnant de l'époque, ou les crises comme la bulle Internet, le 11 septembre. Enfin, il s'est passé vraiment plein de choses qu'on occulte. Et c'est pour ça que la mémoire est bien faite, mais ça peut aussi être problématique. Merci beaucoup Clémence. Mais alors la nostalgie des années 2000, c'est aussi les cartes Pokémon. Et elles font leur grand retour en ce moment, mais un peu différemment. Et Noé, je crois que tu dois nous en parler. Tout à fait, Maya. Merci. Bonjour tout le monde. Vous m'avez pas dit salut alors que j'étais là depuis un petit moment, mais bonjour. Merci au chat aussi de remarquer mes talents d'acteur et de chevet. Effectivement, je vais vous parler de Pokémon parce qu'on parle de nostalgie et Pokémon est pas mal là-dedans. Et Pokémon qui est effectivement complètement années 2000 parce que c'est sorti en 99 en France et qui s'est développé toutes les années 2000. Les années 2000 quoi, tout simplement. Et Pikachu, Carapuce. Carrément. Je sais pas tout le monde connaît. Si étiez vous aussi. Je pense qu'on en a tous déjà touché au moins une dans notre vie, non ? Pas super grande fan, mais. Bon. Clémence peut-être. Alors non, pas du tout. Bon. Même pas touché. Parce que c'est hyper genré. C'était plutôt les garçons, c'était plutôt les cartes Pokémon et les filles, les feuilles Diddle. Quoi, raison de plus pourquoi, du coup, on le disait, les années 2000, c'était pas forcément aussi bien. Mais du coup, les cartes Pokémon aujourd'hui, c'est pour les filles et les garçons, j'imagine. Exactement. Et effectivement, il y a une application qui a été sortie en novembre dernier, fin octobre dernier, sur Pokémon TCG Pocket, qui se base justement sur les cartes Pokémon, qui reviennent donc complètement, ce qu'on disait sur la nostalgie, etc. Et qui fait un petit carton parce que les derniers chiffres qu'on a qui datent de décembre, donc un mois après la sortie du jeu, c'était 200 millions, je crois, d'utilisateurs. Donc j'imagine que c'est encore au-dessus. C'est un petit peu comme Pokémon Go, je crois, il y a quelques années. C'était vers 2015-2016. Ouais. Là, c'est encore un autre jeu Pokémon. C'est quoi un petit peu le concept pour nous expliquer vite fait, et puis même à nos auditeurs ? Rapidement, c'est qu'on a des boosters, donc c'est un jeu de cartes qu'on va ouvrir par jour. On peut en avoir 2, voire 3 si on est abonné. Je suis évidemment abonné, vous pensez bien. Et on ouvre ces cartes, on en a 5 dedans, et avec ces cartes, on va pouvoir construire des decks pour s'affronter entre les gens, quoi. Mais alors, aujourd'hui, de ce que j'avais cru entendre, il y a des cartes qui sont très anciennes, qui valent des milliers d'euros. Et j'imagine que sur ce jeu-là, on ne peut pas les revendre, on ne peut pas se faire de l'argent sur ces cartes. Non, il n'y a pas de NFT ou de trucs comme ça, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a ce côté... les cartes Pokémon sont revenues effectivement à la mode et il y a eu donc ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'influenceurs qui utilisaient un peu ces cartes Pokémon là et qui spéculaient aussi un peu dessus. Voilà, tu mentionnais des cartes très très chères. Il y a la première carte Dracofeu, je crois qu'elle se vend à 50 000 euros. Ah oui, pas mal. C'est vrai, les trucs des cartes première génération aujourd'hui, et les gens ont un peu tendance à oublier que c'est des cartes à la base pour jouer, faire des combats, qu'en dessous de ces cartes avec ces animaux, il y a certains combats qui valent autant de points, etc. Ça, c'est quelque chose qui se perdait. Moi, j'ai souvenir à l'époque dans la cour de récréation où juste on se les échangeait quand elles avaient autant de points de vie, etc. Et de ce que j'ai cru voir, ce jeu
remet un petit peu au goût du jour le concept de combat qui avait un peu été perdu, c'est pas ça ? Ouais, carrément. Et l'intérêt du jeu, c'est effectivement, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Il y a le côté collection de cartes, évidemment. Il y en a qui sont un peu plus... il y a des différents niveaux de rareté et il y en a qui sont plus belles que d'autres, évidemment. Et il y a le combat qui est aussi mis en avant, et ça dépend. Et je peux vous proposer un petit truc pour finir. C'est d'ouvrir carrément un booster Pokémon en direct, live. Et espérons que j'ai de la chance parce qu'en ce moment, ça va pas. Et pendant que tu l'ouvres, est-ce que tu peux nous dire ton booster de rêve ? Il y a Polygon2331 qui demande sur le chat quel est ton booster de rêve ? Allez, on t'invite à t'avancer. Apparemment, la régie nous dit de venir pour te montrer un petit peu. J'espère que mon booster de rêve, ce sera celui-là. Je ne sais pas si on voit bien dans le chat. Je vais donc ouvrir un puissant génétique. Maya, est-ce que tu peux me dire si tu veux Mewtwo, Pikachu ou Dracofeu ? Je sais pas. Bon, allez, on va prendre Pikachu. Pikachu, le on va prendre Pikachu tout de suite. C'est le seul que je connaisse, oui. Bon, voilà. Il y a un petit problème sur ton téléphone. Oui, effectivement, j'ai un petit accident. Clémence, tu me dis stop. Je vois pas du tout. Oui, mais n'importe quand, tu dis stop. Et on va voir si on a un peu de chance. La petite astuce, c'est de glisser sur le côté pour voir si on a une carte un peu rare. Et pas du tout. Du coup, on va juste les faire dépiler. Galopa, Nidoran, Evoli, Poissy, Reine et Lamantine. Donc c'est catastrophique, quoi. C'est vraiment un peu nul. Mais ça m'a pas porté chance, quoi, cet exercice. Écoute, je suis désolé si on n'a pas vraiment réussi à te porter chance. Après, comme tu dis, tu as 3 boosters par jour, donc on espère que pour la suite, ça ira mieux. Mais en tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous parler un petit peu des années 2000, nous parler de la nostalgie, ce retour un peu à la mode. On va gentiment clôturer cette émission. Il nous reste encore quelques minutes ensemble avant d'arriver à ces fameuses 33 minutes et 10 secondes. On va passer donc à la carte libre, la carte blanche, la chronique d'Arthur qui arrive gentiment. Je le vois arriver derrière moi. Sur le plateau, on va discuter tranquillement des objets des années 2000 qui sont un petit peu oubliés, contrairement à ces objets-là qui reviennent à la mode. On parlait des émissions, on parlait des vêtements, on parlait des objets avec les cartes Pokémon. Là, on va peut-être un petit peu parler d'une autre époque, une époque qu'on n'avait peut-être pas envie de revivre, mais grâce à Arthur, on va la revivre. Salut Arthur. Salut. Salut Timéo, bonjour Maya. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as à nous proposer ? J'ai à vous proposer un petit plongeon, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière maintenant. Donc, est-ce que Timéo, tu peux m'appeler sur mon téléphone portable ? Bien sûr que je peux t'appeler. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si je t'appelle ? Normalement, rien d'incroyable. Hop, j'appelle Arthur, puisqu'il me le demande. Et ça sonne. Voilà, donc c'est Aldo, le chef cochon. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc c'est comme René la taupe, comme Fatal Bazooka à l'époque, c'est des sonneries qui s'achetaient en direct à la télévision. Donc voilà, et vous vous demandez sûrement, ça doit être fini depuis 15 ans. Est-ce que c'est vraiment fini depuis 15-20 ans à votre avis ? Moi en tout cas, je vois plus de pub là-dessus. Mais... Moi non plus. Vous voyez plus de pub là-dessus ? Non, c'est vraiment fini, ça n'existe On en veut plus. Ça n'existe plus. Est-ce que vous connaissez l'alternative justement à ces sonneries ? Qu'est-ce qu'ils ont pu inventer aujourd'hui pour pallier à ces sonneries justement, pour remplacer Quelles sont les pubs qu'on peut voir sur Gulli aujourd'hui en 2024 ? Je sais pas, je regarde plus Gulli, je crois. Ah non, c'est plus la Gen Z. Voilà, on arrive aux 33 minutes, donc je pense qu'on va pouvoir... Du coup, quelles sont les alternatives On va pouvoir... les alternatives sont nombreuses. Donc non, il y a des pubs de jouets, il y a des pubs... D'accord. Il y a des pubs... Mais ça marche vraiment, ça veut dire que là, tu as payé 1 € et tu as eu le droit à cette sonnerie. Ouais, j'ai payé 99 centimes. 99 centimes. Encore en vente et j'ai eu le droit à Aldo, le chef cochon, du coup. qui peut me réveiller à n'importe quelle heure, qui peut, quand ma mère m'appelle, je peux mettre Aldo, le chef cochon, voilà. Donc ça veut dire qu'en 2025, on peut encore acheter Aldo le cochon, la sonnerie, ou même encore René la taupe. Merci en tout cas, Arthur, d'avoir montré cette chose qu'on ne veut plus revoir. Et rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une nouvelle superbe chronique d'Arthur qui nous montrera encore une autre chose des années 2000 dont on ne veut plus
avoir à faire. Merci Maya de Merci, nous avoir Timéo. accompagnés. On arrive gentiment aux 33 minutes et 10 secondes. C'était un très bon moment tous ensemble. On se retrouve du coup jeudi prochain et on vous laisse profiter tous ensemble de la soirée. Salut tout le monde et à la semaine prochaine. Salut.